enfant en français vient du latin. Le latin a deux termes pour dire enfant. Infans, qui signifie celui qui ne parle pas, et puer, celui qui est petit, qui va donner puéricultrice, puériculteur, etc. Bon. Nous, en français, on n'a qu'un terme qui donc limite un peu l'enfant à celui qui ne parle pas, mais il a un statut très particulier, et il y a eu des historiens qui se sont intéressés à la manière dont les sociétés traitaient les enfants. Et malheureusement, dans le cas français, cet historien que j'aime beaucoup, qui est Philippe Ariès, a laissé croire que l'enfant était une invention de la fin du XVe siècle, début du XVIe siècle. Alors qu'en fait, dans la Chine ancienne, à l'époque romaine, à l'époque grecque, etc., les enfants avaient aussi leur place, évidemment, dans la société. Il y avait des jeux pour eux, il y avait des jouets pour eux, il y avait des vêtements pour eux, il y avait un mobilier pour eux. Mais tout ça, on l'a un peu oublié parce qu'on avait besoin de cette espèce d'affirmation un peu générale. Pour qu'il y ait un statut d'enfant très particulier comme chez nous, il faut qu'il y ait une institution qui est aussi particulière, qui n'a pas toujours existé, qui est l'école. Le mot school vient du grec skolé, et le terme grec skolé signifie le temps libre pour rien d'autre que la connaissance de soi et d'autrui. Et donc à l'école, vous avez une école chez les Grecs, bien sûr, pour les enfants de l'aristocratie grecque. C'est une école pour les petits garçons, pas pour les petites filles, et ces petits garçons vont avoir trois types de connaissances, disons, la gymnastique, c'est la parole, le logos, la connaissance donc, en parlant, qui va donner la rhétorique, c'est-à-dire la capacité de défendre un point de vue, de l'argumenter, et puis aussi la lecture quand il y aura un apprentissage de celle-ci avec les copistes, évidemment. Et le troisième élément, très important, c'est le chant et la musique. Alors, l'école moyenâgeuse est tout à fait autre, parce que c'est une école qui va être contrôlée par une religion dominante, qui est le christianisme, et là, du coup, l'école aura d'autres fonctions que l'école grecque et latine, qui ne sont pas du tout des écoles sans religion, mais des écoles avec des religions polythéistes, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs dieux, y compris des dieux de l'école, et des dieux des carrefours, le dieu de la rue, le dieu de la maison. C'est tout à fait autre chose, évidemment, que l'école de l'époque moyenâgeuse, qui est une école chrétienne ici, mais qui est de l'autre côté de la Méditerranée, une école coranique. Donc on voit bien qu'il y a là une espèce de similitude, de développement de ce type de scolarisation à travers la reproduction de croyances collectives excessivement importantes. Et c'est à ce moment-là où le mot discipline apparaît dans la langue latine et dans la langue française par la suite. La discipline, c'est une petite cordelette à nœuds, pour fouetter l'enfant récalcitrant. Et par la suite, on va appeler discipline ce que l'enfant ne voulait pas apprendre. Et l'école sera là pour discipliner les enfants. Et puis, il y a évidemment une transformation excessivement importante qui est portée par le schisme qui va frapper le christianisme, qui s'appelle l'Église réformée ou luthérienne. Et là, vous allez avoir la division au sein des écoles de deux tendances, une tendance chrétienne qui va devenir donc catholique et papiste, qui va écouter le Vatican, et c'est l'école dominante de l'époque, et puis il y aura des écoles qui vont être obligées d'être clandestines, de se dissimuler dans les villages ou à Paris, derrière des buissons. Donc attention, vous voyez, le sens du mot a changé, puisque depuis maintenant, faire l'école buissonnière, c'est ne pas aller à l'école, précisément, c'est s'enfuir par les chemins. Alors je saute là des décennies, on arrive au XIXe siècle, il n'y a pas encore d'école maternelle, il y a l'école primaire, on commence à 6 ans, c'est aux adultes de façonner l'enfant à leur image. Le mot pédagogue, en grec, signifie l'esclave qui accompagne l'enfant à l'école, donc ça plus ce sens-là aujourd'hui, évidemment. C'est celui plutôt qui essaye de se mettre à la place de l'enfant pour que celui-ci puisse grandir en lui-même et surtout s'épanouir. Ces notions-là sont des notions qui sont révolutionnaires par rapport à l'école républicaine qui ne tolère absolument pas ça. Dans l'école républicaine, il y a celui qui sait, le sachant. Alors il se met sur une estrade pour être au-dessus, il est déjà grand mais par rapport aux enfants, mais il se met encore en plus sur une estrade, derrière un bureau, devant les enfants qui ne savent rien et qui vont béatement, admirativement enregistrer et répéter comme des perroquets ce que le sachant va leur donner comme information. Donc vous voyez, là on est très très loin de la prise en considération de l'enfant. C'est pas l'enfant qui nous préoccupe, évidemment, c'est le futur adulte.
C'est tout à fait autre chose comme démarche. Et que l'enfant ait bien dormi, qu'il soit content, qu'il ait envie de faire de la pâte à modeler maintenant, tout à l'heure du dessin, plus tard du calcul. Tout ça, on s'en contrefou. Il y a un emploi du temps, on y souscrit impérativement. Et puis, cet emploi du temps est ponctué par des moments de récréation qui sont des moments codifiés, très très brefs, avec une cour de récréation dans l'école. Dans la conception de la scolée grecque, la récréation, c'est le temps fort. Là, 3 lignes, et c'est vraiment juste pour changer de salle. C'est pas bien, c'est du temps perdu. Du temps perdu, non, dans le gavage qu'il faut absolument obliger et d'effectuer, la récréation est quelque chose qui n'a pas d'intérêt. Et un auteur que j'ai eu la chance d'avoir comme ami, qui est Ivan Illich, a publié en 1975 un ouvrage traduit en français sous le titre de La société sans école. Il est là sur la table. La société sans école. Le vrai titre anglais, c'est Déscolariser la société. Mais en fait, ce qu'il nous explique, c'est qu'il faut déscolariser notre esprit. Enfin, moi, je le traduis comme ça. Et c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup. Je pense qu'il nous faut, à un moment donné, cesser d'être scolaire dans notre manière d'appréhender le monde, dans notre manière d'éprouver ses sentiments, dans notre manière de manifester notre sensibilité et notre sensorialité. Mais bien souvent, on est tellement conditionné, on dit « je ne peux pas dire ça, ou je le dirai plus tard », parce qu'on a un comportement scolaire. L'entrée des problèmes sociaux dans l'école est quelque chose qui, heureusement, existe maintenant depuis une vingtaine, une trentaine d'années, mais c'est assez récent. On ne voulait pas tout mélanger. Il y avait l'école qui voulait un peu protéger, d'une certaine manière, les enfants, alors qu'il faudrait, au contraire, réfléchir sur comment partir de la vie de chacun, depuis chez lui jusqu'à l'école, et en faire une matière d'enseignement. Alors, Freinet, lui, il allait très fort là-dessus. Comme vous le savez peut-être, il a commencé par supprimer l'estrade, il a supprimé le bureau du maître, il a mis la classe dans une autre disposition. Tout ça, évidemment, il a été attaqué par les parents d'élèves, par quelques parents d'élèves, il a été attaqué par le maire, et il a été exclu de l'éducation nationale pour faute professionnelle. L'enfant dans la ville, en 1961, est publié aux États-Unis un livre excessivement important qui s'appelle « Déclin et survie des grandes villes américaines », publié par une journaliste, mère de famille, elle se présente comme mère de famille, qui s'appelle Jane Jacobs, et elle habite le village, enfin à New York, et elle avait observé ses enfants, elle avait vu que ses enfants, tout petits, 6-8 ans, cachaient des jouets derrière un poteau, dans la fructuosité d'un mur, vous voyez, bon. Et donc tout d'un coup, la rue était leur domaine, et donc elle part en guerre contre les aires de jeu, qui commencent à fleurir aux États-Unis à ce moment-là, et qui viennent se substituer au terrain d'aventure. Et donc, alors, elle fait, on est en 1961, c'est-à-dire au moment où en France, on les importe, et elle préconise la rue. Et elle explique que la rue est le lieu le plus sûr, puisqu'il y a des adultes en permanence. Alors attention, vous voyez, là je parle de rue où il y a des commerces de rez-de-chaussée, une animation importante dans la rue, et que du coup, sans le faire exprès, tout le monde surveille tout le monde, d'une certaine manière. Donc ça suffit. Parce que si quelqu'un est étranger au quartier, on le repère tout de suite. Mais pour ça, dit-elle, il faut que la rue ait des trottoirs suffisants. Alors du coup, j'ai pris le livre de 1908, qui s'appelle American Playground, qui est passionnant, qui essaie d'expliquer ce qui se passait avant les aires de jeu. Avant les aires de jeu, on a des terrains d'aventure. Le terrain d'aventure est une invention allemande, et donc l'idée c'est que dans chaque ville, on garde, si on peut, un terrain vague, et on le laisse pour les enfants. Il n'est pas balisé, il n'est pas éclairé, on n'y met pas des agrès. Non. On laisse des bûches, on laisse des planches, on laisse une vieille voiture s'il y en a une. Les enfants, dans les terrains d'aventure, découvrent quelque chose d'essentiel pour moi, qui sont les 4 éléments. Ils découvrent l'air, la terre, l'eau et le feu, spontanément, sans que personne ne leur dise, parce que ces éléments sont là, dans le terrain d'aventure. Et ils ne savent pas que c'est un terrain d'aventure, c'est une sorte de terrain vague. C'est un champ en pleine ville pour eux. Les 4 éléments grecs ont cette particularité d'être contradictoires en eux-mêmes. L'eau, on le voit bien, peut nous désaltérer,
peut nous permettre de nous rafraîchir quand on va nager, mais peut aussi nous inonder, créer des tas de dégâts et même entraîner la mort. Le feu nous réchauffe quand on a froid, mais peut aussi brûler notre maison, etc. Bon. L'air nous asphyxie, mais nous permet de respirer. La terre nous nourrit, et c'est là où on sera enseveli. Donc, Empédocle avait saisi la dialectique des choses par les 4 éléments. Et donc, l'enfant, rien qu'en manipulant les 4 éléments, en vivant avec les 4 éléments, eh bien, évidemment, découvre toute une dynamique, finalement, tous des rythmes qui sont des pulsations, des vibrations, qui vont lui permettre de créer des associations entre ces différents éléments. Donc c'est une leçon extraordinaire d'apprendre tout ça. Et il l'apprend sans se forcer. L'enfant est un faiseur de monde. Dès qu'il naît, d'abord il naît pas, il vient au monde pour mettre son monde dans le monde des autres. Alors c'est très important ça, et vous avez certainement entendu cette expression dans une classe. À un moment donné, l'instituteur ou l'institutrice vous fait remarquer qu'il y en a un qui est un peu distrait, hein, il est un peu absent de la classe, et elle dit « oh là là, il est dans son monde ». C'est très bien parce que l'enfant a besoin de faire son monde, de fabriquer son monde, pour pouvoir ensuite aller dans le monde des autres. Donc tant qu'au maximum on prendra soin des enfants dans la ville, eh bien on transformera la ville pour être agréable pour tout le monde, pour toutes les classes d'âge. Donc se préoccuper des enfants, j'allais presque dire, pour un adulte, c'est aussi s'occuper de lui, ou d'elle, parce que tout d'un coup, il rend la ville beaucoup plus accueillante, beaucoup plus hospitalière, et ça, c'est une notion excessivement importante. Ça veut dire que l'enfant est partie prenante de sa propre éducation, donc il n'est pas celui qui ne sait pas face au sachant, il sait beaucoup de choses. Plein d'enfants connaissent plein de choses, ils connaissent plein de secrets de passage que vous n'avez pas vus pour aller plus vite, pour couper tel champ, pour couper tel quartier, etc. Ils ont une connaissance absolument incroyable, mais on ne leur demande jamais leur avis. Et donc pour ça, il faut que l'enfant puisse décider de son école, puisse décider de sa ville, donc il faut qu'il ait le droit de vote, des choses comme ça. Et donc on tire un fil et on a là une transformation complète. Alors évidemment, on n'est pas du tout tous prêts dans notre tête à déscolariser notre esprit et à intégrer ou à faire revivre l'enfant qui est en nous. Donc du coup, on en est encore dans une normalisation. Je m'arrête parce que sinon il n'y aura pas d'échange et de...